Hello les devs, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de la Minute de Code pour un tout nouveau projet avec Next.js et on va se construire ici un tableau de finances avec Next.js 15. On va également utiliser une petite bibliothèque agréable qui s'appelle Chart.js et React Chart.js qui vont nous permettre tout simplement de mettre en place des graphiques selon les données que l'on va recevoir. Donc ici, première chose, on aura une page Entwine où on aura un formulaire où on pourra rentrer donc des revenus, soit des dépenses. Donc par exemple, hop, je vais mettre une dépense, je vais donc indiquer le montant, la catégorie, donc par exemple pour le loyer, et je vais pouvoir donc définir la fréquence, si c'est ponctuel, hebdomadaire ou encore mensuel. Juste en bas, donc on va dire mensuel, juste en bas, on aura donc la liste de toutes les entrées que l'on aura mis, et donc si j'ajoute l'entrée, hop, vous voyez, loyer, c'est bien mis juste ici. Et donc si je retourne au niveau de mon graphisme, et ben hop, j'ai bien loyer qui est apparu. Et lorsque je vais survoler, vous voyez, je vais avoir une petite tooltype qui va apparaître avec donc la dépense à 600 euros. C'est ce qu'on a mis donc dans notre entrée. Ici, on aura également quelques petites cartes qui va calculer les revenus totaux, les dépenses totales et également le solde. Donc les revenus totaux moins les dépenses totales. Je me suis dit que c'est assez sympa de se faire ce genre d'application, de savoir gérer Chart.js. Il en existe tant d'autres, des bibliothèques qui permettent de faire ceci. Mais Chart.js et React.js sont assez sympas à mettre en place. Donc si tu es prêt, mon ami, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour être au courant des dernières sorties de vidéos. Sinon, c'est parti, let's go. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux te faire la main sur les langages et les outils du web. Je te propose divers projets, que ce soit en HTML, CSS, JavaScript, Next.js, React.js, PHP, SQL et j'en passe. Donc n'hésite pas à en profiter. Il y a une nouvelle vidéo chaque semaine. N'hésite pas également à rejoindre le site laminutedecode.io où une formation est offerte à chaque inscription à la newsletter. Donc n'hésite pas à en profiter. Et sur ce site, je te propose des formations longues alliant théorie et pratique avec des fichiers sources, des livrets d'apprentissage, des quiz et bien plus encore. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Allez, bon visionnage à tous. Donc première chose, rendez-vous sur le site nextjs.org où nous allons pouvoir récupérer la commande pour initialiser notre projet avec Next.js. Je rappelle que Next.js a sorti leur dernière version, la version 15, il n'y a pas très longtemps. Donc si tu veux en savoir plus sur les nouvelles features de Next.js 15, je t'invite à aller checker la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Je te mets bien sûr le lien en description. Donc ici, on va venir récupérer la petite commande npx create next app @latest. Et ici, donc j'ai ouvert directement mon desktop sur mon éditeur de code. Vous pouvez bien sûr utiliser l'éditeur de code de votre choix, ça n'a aucune importance ici. Et on va ouvrir notre terminal avec un CTRL-SHIFT-U accent grave, ou alors vous venez ici faire un nouveau terminal tout simplement. Et je viens coller la petite commande. Il va nous poser quelques petites questions, notamment le nom de notre application, c'est le nom qu'il va donner au dossier qu'il va créer juste ici. Donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Pour ma part, je vais l'appeler dashboard. Ensuite, il va nous demander si on veut utiliser TypeScript. TypeScript est assez sympa, c'est du JavaScript typé. On va l'utiliser dans ce projet. Nous n'allons pas utiliser ESLint. Alors c'est vrai que je l'utilise rarement, mais ESLint est une extension assez sympa qui permet de vérifier les erreurs de syntaxe directement lorsque l'on code. Elle est assez pratique. On va installer Tailwind CSS. On va dire non pour le source directory, on va plutôt utiliser le app directory. Et on va dire yes pour le app router, c'est même recommandé. Nous avons ici le TurboPack. Il faut savoir que le TurboPack remplace le Webpack qu'utilise Next.js par défaut. Et donc ça va améliorer le build, la performance, la mémorisation et d'autres. Donc c'est assez pratique, c'est optionnel, mais il faut savoir que si on l'active, eh ben, ça va remplacer le Webpack qui utilise Next.js par défaut. Donc ici, on va mettre yes, et donc on va dire non pour l'import d'alias. Et ça va donc installer tout le package nécessaire pour faire fonctionner notre application. Dans le dashboard ici, nous pouvons retrouver le dossier app, c'est là qu'on va passer le plus de temps. On a la page principale, la page .tsx. Nous avons également le dossier node-module qui est lié avec le packet.json qui regroupe les dossiers et les fichiers des dependencies et des dev dependencies que l'on peut retrouver ici. D'ailleurs, dans le packet.json, nous pouvons également retrouver les scripts comme npm run dev pour lancer notre application en localhost. Et on peut voir que, vu qu'on a installé le TurboPack, nous avons le double tiret TurboPack. Donc ici, il va démarrer avec TurboPack et non le Webpack. Nous avons également le Gitignore si vous travaillez avec Git et GitHub, le fichier de configuration de Next.js. Nous avons également tailwindconfig.ts pour Tailwind CSS et PostCSS qui est lié également à Tailwind. Le dossier public, c'est là qu'on va regrouper tout ce qui est médias, audio, images, vidéos, etc. Et donc voilà.
pour un petit tour d'horizon sur nos dossiers. Donc ce qu'on va faire maintenant, parce que je suis dans le dossier desktop et non dans mon dossier dashboard, et ben soit je fais un clic droit ici, Open in Integrity Terminal, soit sinon je fais un CD suivi du nom de mon dossier, donc ici c'est dashboard et je suis bien maintenant dans le dossier dashboard, soit je réouvre mon dossier directement sur mon éditeur de code, comme ça c'est beaucoup plus pratique et je vais pouvoir réouvrir donc mon terminal, CTRL SHIFT U accent grave, et on va lancer du coup l'application. Donc pour ça, comme je l'ai dit précédemment, nous avons la fameuse commande npm run dev que l'on peut retrouver dans le packet.json ici pour lancer du coup l'application. Donc tac, j'ouvre le terminal, hop, et donc on va faire un npm run dev. Donc il va nous donner un lien localhost, souvent branché sur le port 3000 si vous n'avez pas d'application ouverte en parallèle, et on va pouvoir cliquer du coup sur ce lien et ça va l'ouvrir directement sur le dernier navigateur que vous avez touché. Donc ici pour ma part j'utilise Google Chrome. Donc tac, je clique dessus, ça ouvre bien ma page, vous voyez localhost 2.3000, et tout ce que l'on va voir ici, ça correspond à notre page principale, la page .tsx qui est dans le dossier app, qui est juste ici. Et donc on va pouvoir tout simplement se faire un énorme ménage, on va tout effacer. Donc on va récupérer tout le contenu ici et on va simplement mettre les React Fragments avec un H1. Alors hop, H1 Hello. Et donc ici je vais bien avoir mon H1 Hello. On a bien initialisé notre projet, maintenant nous allons installer Prisma. Pour ceux qui ne savent pas, Prisma est un ORM, un Object Relational Mapping, qui va nous permettre de communiquer avec notre base de données. Il permet d'intégrer divers gestionnaires de bases de données, que ce soit PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB et autres. Donc c'est assez pratique. Donc rendez-vous directement sur leur site prisma.io et on va pouvoir cliquer ici sur Get Started with ORM. Et donc grâce à Prisma, comme je vous l'ai dit, on va communiquer avec notre BDD mais avec une syntaxe JavaScript au lieu d'utiliser la syntaxe SQL. Donc ça c'est assez pratique. On va cliquer sur Quick Start juste ici et on va récupérer la petite commande ici npm install prisma-save-dave. Je rappelle que le "-save-dave" ici veut dire qu'il va installer Prisma dans les dev dependencies, donc ici dans cette liste-là, qui sont donc les dépendances qui sont simplement installées pour le développement. Donc ici, hop, on revient sur notre terminal, CTRL-SHIFT-U accent grave, où vous faites un hop, terminal, nouveau terminal, et donc on va coller la commande npm install prisma-save-dave et on l'installe. Seconde commande que l'on va pouvoir retrouver ici, vous voyez, c'est le npx prisma init data source provider SQLite. Bien sûr, si vous utilisez MySQL, MongoDB ou encore PostgreSQL, vous allez simplement remplacer le SQLite à la fin par le gestionnaire que vous voulez utiliser. Donc ça, on va également le récupérer et je vais donc le coller dans mon terminal. Ça va me créer ici deux choses. Première chose, un fichier .env. Je rappelle que les fichiers .env permettent de stocker tout ce qui est variable d'environnement et données sensibles. On peut retrouver ici une variable d'environnement qui s'appelle database underscore URL, qui fait référence donc à un fichier qu'il va appeler dev.db. Lorsqu'on va migrer notre BDD, il va créer ce fichier automatiquement dans notre dossier Prisma. La seconde chose est donc ce dossier Prisma. À l'intérieur, on peut retrouver un schéma.prisma et c'est là qu'on va déclarer nos modèles pour créer nos tables dans notre BDD. Ici, on peut retrouver deux choses, donc le générateur de clients qui est le provider avec Prisma Client et le data source DB. Donc on voit bien que le provider est connecté à SQLite et que l'URL de la base de données fait référence à ma variable d'environnement dans mon fichier env database URL. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, une fois qu'on l'a installé, on va également installer le Prisma Client pour communiquer avec notre BDD. Donc rendez-vous maintenant sur cet article-là. Donc vous pouvez le retrouver sur la doc de Prisma, Best Practices Instantaneous Prisma Client with Next.js. Et on va pouvoir donc récupérer ici le petit code ici, vous voyez, import Prisma, etc. Donc du fichier db.ts. Donc ça, je le récupère et je vais venir à la racine de mon application, me créer donc un dossier que je vais appeler utile. Et à l'intérieur donc un fichier db.ts et je vais tout simplement coller le code à l'intérieur. Au niveau de la variable Prisma, je vais effacer le export default ici et je vais simplement l'exporter directement comme ceci. Et donc je ferme ce fichier, on n'en a plus besoin. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est générer notre table. Donc pour ça, hop, on peut revenir sur notre application, ça on va pouvoir également se le fermer.
On va créer une table grâce à un mot-clé, le mot-clé modèle. On va donner un nom, bien sûr, à notre modèle. Pour ma part, on va l'appeler entry pour les entrées. Et on va définir donc nos champs. Ici, par exemple, on va pouvoir lui dire que je veux un ID. Donc, on aura un champ ID qui sera un type string, qui sera une clé primaire. Donc, on fait un @ID. Et que par défaut, on va envoyer une fonction qui va s'appeler, alors pas CUID, mais UID, qui va lui donner une chaîne de caractères aléatoire comme ID. Et donc, on aura également le type de revenu, si c'est un revenu ou une dépense, donc ce sera également un type string. On aura amount, donc le prix, d'accord? Donc ça, ce sera un nombre float, donc un nombre décimal, puisque on pourra avoir des nombres à virgule. On aura également la catégorie, donc c'est le label tout simplement. Ici également, ce sera de type string. On aura la fréquence, si c'est mensuel, mensuel, hebdomadaire ou alors un paiement en une fois. Donc pour ça, on va lui dire que c'est également un type string. Et on aura le created at, donc la date de création qui sera donc un datetime et que par défaut, @default, on utilise la fonction now qui va donc utiliser la date d'enregistrement dans la BDD comme date de création. On va pouvoir également venir se créer des index pour le type et les fréquences, vu qu'on aura une select box. Et pour créer des index avec Prisma, on va faire un double arrobase comme ceci, index, et je vais lui dire donc que je crée un index au niveau de type, hop, comme ceci. Je vais également créer un index au niveau des fréquences. Donc pour ça, même histoire, on va faire un arrobase, index, et donc on va lui dire que tu vas me créer un index au niveau des frequencies. Hop, et hop, nickel. Une fois que ceci est fait, on va devoir installer le Prisma Client. Donc, rendez-vous encore dans le fichier db.ts car on voit que ici on importe le Prisma Client. Donc ça, c'est une dépendance à part qu'on va devoir installer également. Donc ici, je fais un npm i pour install et donc on installe le Prisma Client tout simplement à l'intérieur de notre application. Nickel. Et donc là, on a bien notre modèle. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est générer notre BDD. Donc avant toute chose, je vous conseille de télécharger une extension qui est assez sympa lorsque vous utilisez SQLite, qui est donc SQLite Viewer. Donc hop, je vais vous montrer c'est laquelle, c'est celle-ci que j'ai installée et qui va vous permettre donc de visualiser directement votre BDD depuis votre éditeur de code. Donc elle est assez pratique. Donc ce qu'on va faire maintenant, dans notre terminal, on va faire un Prisma Migrate Dev. Il va demander un nom à notre migration. Donc ici, on lui donne le nom que l'on veut. Je vais l'appeler Initial. Et j'appuie donc Entrée. Et donc, il va me créer un dossier migration qui va regrouper mes migrations. Mon dev.db journal qui lui est un journal donc de mes migrations. Et ici, mon dev.db, donc ma BDD. Et grâce à mon extension, si je l'ouvre, je vois que j'ai bien ma table entry avec toutes les colonnes que j'ai déclarées. ID, type, amount, catégorie, frequency et created at. Donc là, on a bien mis en place notre BDD. On est bon, on va pouvoir donc communiquer avec elle. Et on va commencer donc par la page de création pour pouvoir enregistrer des enregistrements dans notre BDD. Avant toute chose, nous allons créer des types pour pouvoir typer nos données. C'est important, on est avec TypeScript et on n'oublie pas qu'avec TypeScript, on va pouvoir typer les données. Donc ça, c'est un avantage de TypeScript. Comme ça, on peut déclarer que telle ou telle propriété est de telle ou telle valeur. Donc ça, c'est assez intéressant également au niveau de TypeScript. Donc ce que je vais faire au niveau de mon application, je vais me créer un dossier que je vais appeler tout simplement type. Et à l'intérieur, un fichier que je vais appeler type.ts. Donc on ne va pas en avoir beaucoup, mais généralement on peut respecter le file collocation qui consiste à créer du coup toutes les fonctionnalités dans le dossier de la page. Mais ici, on n'en a pas beaucoup, donc on peut le mettre directement à la racine. On va faire un export type, et donc on va faire un type que l'on va appeler entry. Donc dans ce type, on va lui dire qu'on va recevoir un ID qui sera de type string. On aura également un type qui lui également sera de type string. On aura amount, alors, string. On aura amount qui lui sera de type par contre number. On aura la catégorie qui lui sera de type string. On aura la fréquence, donc frequency, qui sera de type string. Et donc la date de création, created at, qui lui sera une date. Ensuite, on aura des composants à qui on va lui donner des props. Alors j'ai oublié le petit égal ici, c'est pour ça qu'il y a une petite erreur. À qui on va passer des props, donc ça aussi on va devoir le typer. Et pour ça, je vais faire simplement un export type. Je vais l'appeler props est égal. Et donc ici, on va recevoir les entrées, entry, et on va lui dire qu'il va respecter du coup le type juste en haut, entry.
sous forme de tableau. Ensuite, on aura une fonction pour notre formulaire, donc pour rajouter une entrée. Ça aussi, il va falloir le typer vu qu'on va créer un composant à part. Et donc, je vais faire un export interface. Je vais l'appeler entry form props. Et donc ici, on aura une fonction, add entry. Donc cette fonction aura une entrée en paramètre, entry, qui sera donc un objet avec type de type string. On aura également amounts de type string. On aura la catégorie de type string et frequency également de type string. Et donc, on va lui dire qu'il va nous renvoyer une promesse, donc promise, hop, et donc, on aura un void. Ok, parfait. Maintenant, on va pouvoir également faire une interface pour la liste des entrées, ok. Donc, pour ça, pareil, export interface, entry list props. Donc là, on va récupérer les entrées. Donc entry, qui va respecter du coup notre interface entry sous forme de tableau. IsLoading, donc l'état, ce sera un boolean, soit true, soit false, et une fonction pour supprimer. Donc onDelete entry. Ça va être une fonction qui va récupérer l'id pour supprimer le bon élément, qui sera bien sûr de type string, et qui nous renverra une promise de type void. Ensuite, on va faire la même chose pour les petites cartes, vous savez, sur la page d'accueil qui va regrouper les montants total. Donc ça aussi, on va devoir le typer. Donc j'ai fait un export type, on va l'appeler summary card props. Hop. Et donc ici, on aura un title qui sera de type string. On aura une valeur, value, qui sera soit un type number, soit un type string. Donc on va faire un ou, string. On aura isLoading qui lui sera un boolean. On aura la border color qui lui sera un string. Et on aura le text color. Donc on va jouer sur les couleurs par rapport au type, par rapport à si c'est une dépense ou un revenu. Et donc là, on a bien tous nos types. Comme ça, on n'est pas embêté. On va pouvoir piocher à l'intérieur de notre fichier et du coup typer toutes nos données. Donc maintenant, ce que je vais faire, au niveau de notre dossier app, on va se créer un dossier que l'on va appeler entry. À l'intérieur, je vais me créer donc ma page.tsx. Je vais faire un RFC. Donc ça, c'est grâce à une extension qui s'appelle ES7 React Redux React Native Snippets. Donc si vous ne l'avez pas, hop, je vous conseille de la télécharger. Elle vous permet de faire des raccourcis clavier, ce qui vous fait gagner en temps et en productivité. Donc c'est celle-ci, elle est assez pratique. Elle est utilisable avec React, Next.js et React Native. Donc c'est assez sympa. Et donc ici, maintenant, si je fais un /entry, je vais atterrir donc sur ma page entry, vous voyez, avec le contenu page. Je peux dire page hello, et j'aurai donc page hello. Puisque avec Next.js, donc, on crée un dossier avec le fameux fichier page.tsx pour créer une nouvelle page. Donc dans cette page, on va pouvoir utiliser du state. Donc pour ça, on va utiliser useClient, puisque je rappelle que useState est un hook qui a un rendu côté client. Donc automatiquement, Next.js crée des pages avec un serveur, un rendu côté serveur. Donc on est obligé de le préciser avec un useClient ici. On va faire ensuite un import, useState et useEffect. Donc ça vient de React. On va également apporter le composant link qui va nous permettre de créer des liens avec notre application. On va également donc importer notre type entry. Alors c'est celui-ci. Hop, parfait. Et on va créer deux composants. Donc dans app, je vais me créer un dossier que je vais appeler component. Et donc on aura le formulaire et la liste. Donc on va faire un entry form.tsx. Et on aura du coup les entry list.tsx. Dans les deux, je vais faire un RFC. Hop, comme ça, on a bien notre contenu, il n'y aura pas d'erreur. Et je vais venir me les importer dans ma page principale. Donc, on vient importer entry form et entry list. Entry list. OK.
Une fois qu'on a importé tout ce qu'on a besoin, on va pouvoir commencer donc à coder notre rendu JSX et notre state. Donc déjà, on va déclarer du state pour pouvoir récupérer du coup les données. Donc pour déclarer du state, on lui donne un nom. Moi, je vais l'appeler Antrise, vous l'appelez comme vous voulez. Et on aura set, le mot-clé set suivi du nom de votre state, comme ceci, qui sera la fonction qui va vous permettre de changer ce state. On va lui dire que c'est égal à useState, qui va respecter du coup notre type Antrise sous forme de tableau, et qu'on commence donc le state avec un tableau vide. Ensuite, je vais lancer un useEffect. UseEffect va prendre en premier lieu une fonction fléchée. En second lieu, un tableau de dépendance qui est optionnel. Qu'est-ce qu'il va surveiller? Là, on va rien mettre. Et lorsqu'on le met vide, eh ben, il va exécuter la fonction à l'intérieur qu'une seule fois. Et donc, on va lancer une fonction qui va s'appeler fetchAntrise, qui n'existe pas, qu'on va devoir donc créer. Ici, je vais faire un const fetchAntrise. Donc, on va créer cette fameuse fonction qui va être une fonction asynchrone. Je rappelle qu'une fonction asynchrone est une fonction qui va être exécutée de manière différée dans le temps. Et on va venir enfermer le tout dans un try et un catch. On capture les éventuelles erreurs, hop, pour pouvoir débugger si jamais il y a une erreur. Donc ici, on va simplement faire un console error et donc on va lancer un error fetching Antrise avec l'erreur pour pouvoir donc, hop, débugger. Alors, oups. Hop, je voulais juste faire une petite tabulation. Et au final, on va faire un finally. On va faire un state pour récupérer du coup l'état de chargement. Donc ici, on fera un set loading false. Donc là, il n'existe pas, c'est normal. Il va falloir le créer. Const is loading et set is loading est égal à useState. Et on fait démarrer ça à true. On peut lui préciser ici que ce sera un boolean. Hop, on peut le typer également ici. Alors c'est set is loading du coup. Is loading. Et donc là, on le repasse à false au final. Au niveau de notre try, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un const response est égal à await. On attend que la promesse soit résolue et on fait un fetch vers une route API que l'on va créer. Donc ici, /API /Antrise. Donc pour ça, au niveau de app, je crée le dossier API, je crée le dossier Antrise, je crée donc le fichier route. Et donc ça, ce sera ma route pour pouvoir aller faire un get au niveau de mes Antrise. Une fois que j'ai la réponse, je vais lui dire que je transforme les données en format JSON. Donc la réponse, const data est égal à await. On attend toujours que la promesse soit résolue et on récupère la réponse sous format JSON. Et je viens changer le set Antrise avec nos data. Et donc là, maintenant, notre state Antrise va récupérer directement nos data. Donc la route, on s'en occupe un peu plus tard, hein, vous inquiétez pas. On va d'abord faire notre page et nos composants. On s'occupe des routes juste après. Une fois qu'on a fait ceci, il va falloir faire une fonction maintenant pour rajouter une entrée. Donc, même histoire, je vais faire un const handle add Antrise. Donc ça va être une fonction asynchrone. Alors je vais juste agrandir mon éditeur de code. Donc ce sera une fonction asynchrone qui va récupérer un try. Et on rappelle qu'on aura un objet avec type qui sera de type string, amount qui sera également de type string. On aura catégorie, on a dit qui sera de type string et frequency qui sera également de type string. Ok, donc ça c'est pour rajouter notre entrée. Donc même histoire ici, on va enfermer le tout dans un try et un catch. On va capturer les éventuelles erreurs si jamais il y a une erreur. Si jamais il y a une erreur, on va faire un console error et on affiche donc un message d'erreur, error heading Antry avec l'erreur pour pouvoir débugger. Et on va pas mettre de finally, on va directement se faire notre response est égal à await et donc on va utiliser fetch et pareil, on va aller chercher la même route. Donc ici, on va aller chercher /API /Antrise. Je vais mettre les deux requêtes dans la même route. Et donc ici, on va pouvoir déclarer la méthode. On va lui dire ici qu'on est sur une méthode donc post pour rajouter des entrées. Ensuite, on aura les headers. Hop, donc les en-têtes. On est en content type. Hop, alors qu'on ne voit pas. On est en content type application JSON. Et ensuite, on aura le body. Qu'est-ce qu'on va renvoyer dans le body de la requête? JSON.stringify. Et on va renvoyer du coup notre entrée Antrise.
Ensuite, on va lui dire que si la réponse est OK, if, si réponse.OK, alors dans ce cas-là, tu vas faire quoi? Tu vas exécuter ma fonction fetch and tries pour aller chercher les entrées qu'on a déclarées juste en haut. Comme ça le met à jour directement avec la nouvelle entrée. Ensuite, on aura également une fonction pour supprimer. Donc, même histoire. On va faire un const handle delete untry. Alors, oups, j'étais en majuscule, excusez-moi. J'ai pas fait attention. Const handle delete untry. Donc, pareil, ce sera une fonction asynchrone qui va récupérer, je rappelle, l'id pour supprimer le bon élément qui sera donc de type string. Et même histoire, on va faire le try et catch. On capture toujours les éventuelles erreurs. Ça, c'est important. Donc là, on va faire un console error. Et donc, error deleting and try avec l'erreur. Ensuite, on fait un const response est égal à await. On va faire un fetch. Alors, fetch. On va ouvrir nos templates literals. Et donc, on va faire un slash API slash untries slash dollar accolade ID. Pour faire référence du coup à l'ID. Donc pour ça, au niveau de notre API, de notre dossier untry, je vais me créer du coup un dossier. Entre crochets, je vais mettre ID et je vais créer la route à l'intérieur. Route.ts. Donc ça, ce sera la route pour supprimer notre élément. Ensuite, on va lui préciser la méthode. Donc ici, on lui dit que nous sommes sur une méthode delete et que si la réponse est OK, if si response.OK, bah alors dans ce cas-là, pareil, tu réexécutes fetch and tries pour rafraîchir du coup mes données. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir donc return notre JSX. Alors, oups, tac, tac, tac. Hop. Donc ici, dans notre petit div principal, on va lui rajouter des class names. On va lui donner une hauteur minimum grâce à min hash screen. Pour qu'il ait une hauteur minimum du coup de 100 viewport 8 qui est une unité relative, le viewport 8 qui fait référence à la hauteur de votre navigateur. P8 pour le padding, donc la marge intérieure à votre élément. BG on va lui mettre un BG à 100. Je vais également mettre une div principale à l'intérieur en utilisant une max width de 4XL. Donc 4XL c'est un breakpoint de Tailwind CSS. Et on va venir le centrer avec une marge auto, MX auto. Donc marge X c'est margin à gauche et à droite. Ensuite, on aura donc un lien. Donc, je vais rentrer ici un link. Link est comme l'élément A en HTML. Il va attendre donc notre attribut href. On va aller sur la page d'accueil. Et donc ici, on aura un class name. On va lui donner un bgblue 500. Lorsqu'on va le hover, on aura un bgblue 600. On va lui donner un texte white. On va également lui donner un petit peu de padding, px6 et PY2, on va arrondir légèrement les angles avec un rounding LG et une transition all pour que tout soit smooth au niveau du hover. Et donc là, on a bien notre bouton, sauf que on n'a pas notre encre de lien. Ici, ce sera pour le bouton retour. Hop, et hop. Alors, vous inquiétez pas de l'erreur d'ici. Qui est ici, c'est parce qu'on n'a pas encore codé les routes. Donc, il est en train d'aller chercher des données qui n'existent pas. Donc, vous inquiétez pas, lorsqu'on va coder les routes, ça va disparaître. Donc, on a bien notre bouton retour. Si je clique dessus, je vais bien sur ma page principale. On est OK. Ensuite, on aura un H1. Donc là, je sors de ce link. On va faire un H1.mt6 pour lui donner un margin top de niveau 6. Alors, c'est mt6. On va également lui donner un texte 3XL. Donc ça, c'est pour la taille de l'écriture. Un margin bottom de niveau 8. Et bien sûr, un font bold pour la graisse d'écriture. À l'intérieur, on va dire donc gérer les entrées. Et donc, on va afficher nos deux composants. Untry form. Alors, hop. Et untry list. Alors, hop, hop. Et hop. Et bien sûr, on va leur donner des props. Donc, pour le form, on va lui donner notre fonction handle add untries. Donc, hop, on untries est égal à notre fonction handle add untries. Et à notre liste, on va venir lui donner les entrées. Donc, notre states untries. Le statut de chargement is loading. Donc, on lui passe également ce state-là. Et notre fonction pour delete. Undelete untry. Et donc ici, ce sera notre fonction handle delete untry qu'on a créé juste en haut.
Donc maintenant, on va coder nos routes, nos fameuses routes. Donc je vais ouvrir la route principale et on va commencer par celle-ci. Donc celle-ci va récupérer la méthode post et get, donc pour aller chercher les données et également pour en rajouter. Donc première chose, je vais import next response et next request. Donc ça vient de next/server. On va import également Prisma de notre fichier utile DB pour pouvoir communiquer avec notre BDD. Et donc, je vais faire un export async function. Donc, on va commencer par la méthode post qui aura donc la requête request de type next request. Et donc, cette fonction va utiliser pareil un try et catch. Donc, en cas d'erreur, on va venir return une next response.json. On renvoie donc error heading entwise avec un statut 500. Donc, ça veut dire que ce statut veut dire tout simplement que c'est un statut d'erreur. Okay, et dans le try, on va pouvoir récupérer ce qu'on a rentré dans notre body. Donc hop, je rappelle que au niveau du body, on renvoie les entrées sous forme JSON.stringify au niveau du body de notre requête. Donc ça, faut le récupérer. Pour ça, je vais faire un const body est égal à await. On attend que la promesse soit résolue. Request.json. Je récupère donc la requête en format JSON. Ensuite, je fais un const untry est égal à await. On attend une nouvelle fois que la promesse soit résolue. On accède à Prisma, à notre table untries. On fait un create pour créer donc un enregistrement. Et donc, on va lui préciser qu'on aura data avec type qui va correspondre du coup à body.type. On aura également amounts qui lui va correspondre à parsefloat qu'on transforme en nombre décimal, vu que de base, je crois qu'on l'a mis en chaîne de caractères, donc c'est un body.amounts. La catégorie, donc catégorie c'est body.catégorie, et la fréquence, frequency, qui sera body.frequency. Et donc, une fois qu'on l'a ajouté, on return une next response en format JSON, on renvoie l'entrée avec le statut 201. Et là, nous avons notre méthode post pour rajouter des données. Maintenant, on va faire la même chose pour get. Donc, on va faire un export async function get. Donc ici, même histoire, try et catch. On capture les éventuelles erreurs. Si jamais il y a une erreur, on va return une next response JSON error fetching entries avec le statut 500. Sinon, on va faire un const entries est égal à await. On accède à Prisma, on accède à notre table entries et on return tous les enregistrements avec un fin many. On va lui dire que tu vas faire un order by dessus. Donc, tu vas réorganiser tout ça par rapport à la date de création en mode décroissant. Et donc, on va pouvoir maintenant return une next response en format JSON. On renvoie donc les entrées, entries, et on va renvoyer un statut. Donc, le statut ici 200. Ok, parfait. Et on va faire la même chose donc pour la deuxième route. Et dans cette route, on a dit qu'on aura la méthode delete. Donc, on va faire un import. On va récupérer Prisma. Et on va récupérer une next response. Ok. On va faire un export async function. Async function. Donc là, on est sur du delete. On va récupérer ici les params. On va préciser que justement ces params seront de type objet avec un ID de type string. Et donc, on va enfermer le tout dans un try et un catch. Comme d'habitude, error. En cas d'erreur, on return une next response.json. Error deleting entries avec le statut 500. Et sinon, on va récupérer l'ID. Donc, on va faire un const ID est égal à await. On est obligé d'attendre que la promesse soit résolue depuis Next.js 15. Et on va donc accéder à params. Pardon, pas Prisma. Await params. Donc, on doit attendre de récupérer le params avant de l'utiliser.
Une fois qu'on a ceci, on va pouvoir supprimer l'élément. Donc, je vais faire un await prisma, point untry, on accède à notre table, point delete, on va venir supprimer l'élément par rapport à l'ID. Donc, on utilise la clause where, seulement par rapport du coup à l'ID. Et on va pouvoir return une next response en format JSON avec un message, un try deleted et le statut par exemple 200. On sort de la fonction. Sinon, ça va pas fonctionner. Alors, il n'a pas. Oui, on sort de la fonction et il a oublié ici une petite accolade. Ok. Donc là, on a bien notre méthode delete pour supprimer du coup notre élément. Ici, on a bien la méthode get et ici, on a bien donc la méthode post. Ok, parfait. Donc ça, on va pouvoir maintenant les utiliser. Normalement, on n'aura plus d'erreur si je recharge ma page. Vous voyez, on n'a plus d'erreur qui est apparue puisque les routes maintenant existent bien. Et donc, on va pouvoir commencer par se coder le Huntwise form. Donc, pour rajouter des données. Ici, je vais utiliser un import useStates. On va utiliser le hook useStates. Alors, je ne mets pas de useClient. Pourquoi? Parce que je l'importe déjà dans ma page Huntwise qui lui-même utilise un useClient ici. Donc, je n'ai pas besoin de le repréciser puisqu'il est à l'intérieur. Et on va import également nos props. Donc, c'était Huntwise form props qu'on avait créé. Form props, notre type qu'on avait créé au tout début. On récupère ensuite notre fonction onAddUntwise. Donc, on va lui dire que il va respecter notre type Huntwise form props. On va créer du state pour récupérer les data. Donc, on va faire un const form data et on aura un set form data. Ce sera égal à useStates. On va le faire démarrer avec un objet qui aura type pour valeur par défaut income. Amount pour valeur par défaut chaîne de caractères vide. Catégorie pour valeur par défaut chaîne de caractères vide. Et frequency qui aura par défaut le on time. Donc le paiement ponctuel en valeur par défaut. Ensuite, on va devoir se créer un formulaire et on va devoir également créer des fonctions pour le changement des inputs et également pour la soumission. Donc, on va faire un const handleChange. Donc, ça va être la fonction qui va nous permettre de changer les valeurs des inputs. On aura en paramètre qui sera de type react.changeEvent, donc un changement d'événement. On précise qu'on aura un HTML input element ou un HTML select element. Hop. Nickel. Et donc, on va récupérer en mode destructuring name et value, donc la propriété et la valeur, qui sera donc égale à e.target. Hop. Et hop. Parfait. Ensuite, on va venir changer le state de cette forme data avec une fonction qui aura prev en paramètre qui va représenter l'ancien contenu. Et donc, on va récupérer avec le spread operator les anciennes données et on rajoute donc name et value. Hop, nickel. Et donc ici, on a bien géré le changement de valeur par rapport à notre select box et nos inputs que l'on va créer juste après. Donc maintenant, on va créer la fonction pour submit est égale à une async function avec en paramètre de type react. Là, on est dans un form event cette fois-ci. Hop. On va faire déjà un prevent default pour empêcher le comportement de base du navigateur qui est de recharger la page quand on soumet un formulaire. On va faire un await et on exécute notre onAddUntry qu'on a récupéré depuis nos props avec donc form data. Et on vient changer une nouvelle fois cette forme data avec les valeurs par défaut que l'on avait mis au début. Donc une fois qu'on a ceci, on va pouvoir commencer à return notre JSX au niveau de notre formulaire. Donc là, hop, on efface tout ça, on return simplement un formulaire. Ce formulaire, on lui rajoute une fonction au onSubmit, la fonction handleSubmit que l'on a créée juste en haut.
On va également lui rajouter quelques petites classes. Class name, on va lui dire BG White. Padding de niveau 6. On va lui dire Rounded LG. Et Shadow MD pour la petite ombre portée. Ça c'est sympa, ça habille l'élément. Et un margin bottom de niveau 8. À l'intérieur, on va se faire une grille. Donc div.grid. Grids calls 1. Donc la grille fera une colonne de base. Alors si j'étais en majuscule. Grid et on a dit grids calls 1. Et on va lui dire qu'en MD, en moyenne écran, cette grille va faire 2 colonnes. Et on va lui rajouter également une gouttière à 6. Je vais faire un petit peu d'espace. Tac, tac, tac. Et on va se créer une div sans classe, simplement pour regrouper donc notre label ici qui sera avec le HTML for type. On va lui donner class name, bloc, TextSM, font medium, texte gray 700 et un margin bottom de niveau 2. Et donc à l'intérieur, c'est type. Ensuite, on aura une select box donc pour ce type. Donc on aura une select à qui on va lui donner l'ID type pour le lier à notre label. Donc il doit avoir la même valeur que le HTML4 pour le lier. Donc ça c'est bien pour le référencement SEO. On va également lui donner un wfull, un padding de niveau 2 et un border. Et on arrondit légèrement les angles avec un rounded MD. Au niveau du name, on précise bien type et on va lui donner valeur, value, l'attribut value. Ici, on va lui dire donc que ça correspond à form data.type. On va également lui donner un onChange lorsqu'on va le changer. Hop, on va exécuter donc le handle change. Handle change. Donc la fonction que l'on avait créée juste en haut. À l'intérieur du select, on va avoir ce qu'on appelle des options. Donc ici, on aura l'option revenu et l'option dépenses. Hop. On va également rajouter ici les valeurs, donc income. Et alors income, pardon. Tac, 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 income. Et ici, donc, expense. Et donc ici, je vais bien récupérer ma select box, vous voyez. Hop, nickel. Maintenant, on va se créer les autres inputs. Je descends un peu plus bas. Pareil, on va regrouper ça dans une div. On va faire un label, cette fois-ci, for a month. Donc pareil, même histoire. On va lui rajouter quelques petites classes. Bloc, TextSM, font medium, texte gray 700. Et on avait mis margin bottom de niveau 2. Donc là, on va lui dire que c'est le montant. Ensuite, on va avoir un input qui aura l'ID du coup amount pour le lier. Alors, hop. Pour le type, on va pouvoir lui dire que on veut un type number. On va pouvoir également lui rajouter l'attribut name. Donc ça, c'est important. Amount. Le onChange. Donc ici, on balance la fonction onChange que l'on a créée. La valeur, value. Donc c'est form data.amount au niveau de notre valeur. Et puis c'est tout. On a mis l'ID. Alors on n'a pas mis de classe, c'est vrai. On aurait pu le styliser également. wfull, padding de niveau 2, border, et on arrondit les angles avec un rounded MD. Hop. Et pour lui dire qu'on accepte les nombres à virgule, on va faire un step. Pas pour le nombre à virgule, pour qu'il augmente de 0,01 à chaque fois, plutôt, excusez-moi. On va faire un 0,01. Ok. Donc là, on a maintenant le montant. Donc, hop, vous voyez, je peux mettre un montant, etc. Il va augmenter de 0,1 à chaque fois. Hop, 20. Vous voyez. Donc ça, c'est assez pratique de gérer les inputs de type number de cette manière. On aura également un input pour la catégorie. Donc là, je vais dupliquer directement tout ça. On va simplement changer ici. Donc, c'est pour la catégorie. ID catégorie, name catégorie, ici également catégorie. On va rester sur un type texte et on peut enlever le step.
Comme ça, bah, ici, on pourra rentrer du coup notre catégorie. Alors, oh, on n'a pas changé par contre le label. Catégorie. Voilà, comme ça, on peut rentrer ici notre catégorie. Ensuite, il nous faut une autre select box pour la fréquence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer celle-ci. CTRL-C. Et on va se la coller à la suite. Donc, ici, c'est frequency. Même histoire, on va venir changer name. Ici, le type, l'ID. Ici également, fréquence. Hop, alors on vérifie. Tac, 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 fréquence, ok. Et donc, les options, on aura ponctuel. On aura hebdomadaire. Alors, hebdomadaire. Et on aura mensuel. Mensuel. Alors ici, ce sera monthly, weekly. Alors, weekly et on time. Et donc ici, je vais bien récupérer mes petites fréquences. Ok, nickel, c'est parfait. On est plutôt bon, il ne nous manque plus que notre petit bouton quand même pour pouvoir soumettre. Donc là, je vais sortir de toutes les divs, mais je reste bien sûr dans le formulaire. Et on va créer donc un button, .submit pour déclarer que c'est un button de type submit. Ensuite, on va lui donner un BGBlue 500. Lorsqu'on va le hover, on va lui donner un BGBlue 600. Text white, PY2, PX6 et rounded LG. Petite transition all égale. Hop. Et donc ici, ce sera ajouter une entrée. Hop, parfait, nickel. Et donc ici, j'ai bien mon petit formulaire. Alors on va lui donner également un petit margin top parce que je vois qu'il est très collé. Hop, à notre formulaire. Ok, on est plutôt bon. Et donc, bon, on va rentrer par exemple un salaire. On va vérifier si ça fonctionne bien. Donc on est au niveau du salaire dans une fréquence mensuelle. On va lui dire donc que ça c'est notre salaire. Et donc j'ajoute une entrée. Là pour le moment on ne voit rien. Alors on peut le voir par contre à ce niveau-là. Tac, tac, tac. Alors, hop. Si on descend tout en bas, on a bien notre 200 au niveau de notre poste. 201, pardon, au niveau de notre poste. Et on peut vérifier également dans notre DB. Est-ce qu'on a bien l'entrée à l'intérieur? Oui, on a bien, vous voyez, notre entrée ici, salaire, avec toutes les informations que l'on a rentrées. Donc on est plutôt bon au niveau de notre formulaire. Maintenant, on va s'occuper de notre liste pour afficher justement la liste des revenus. Alors tac, ça, on va le fermer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une erreur au niveau de notre page Enterprise. C'est parce qu'on n'a pas encore récupéré les props au niveau de ce composant. Donc lorsqu'on va le récupérer, ça va disparaître. Donc déjà, je vais import mon Enterprise list props. Donc on récupère notre type pour pouvoir typer. On récupère du coup toutes nos props. Donc Enterprise is running et onDelete Enterprise. On va lui préciser que ça correspond à notre type. Ok. Alors là, j'ai dû faire une petite erreur peut-être. Non. Alors c'est peut-être dans le type. On va vérifier. Ah oui, effectivement, je l'ai écrit n'importe comment. Au niveau du type. J'avais mal écrit, donc il le trouvait pas. Bon, c'est pas grave, c'est réglé. Et du coup, maintenant qu'on a récupéré nos props, vous voyez, l'erreur a disparu. Donc ici, on peut directement return. Hein. On n'a pas besoin de récupérer dans du states, puisqu'on a déjà le states qu'on a récupéré en props. On va lui mettre juste un BG white. Padding de niveau 6, on va arrondir les angles avec un rounded LG. On va également lui donner un shadow MD. Hop, pour notre petite ombre portée. On aura un H2 avec la classe TextXL. Et on va également lui donner un font semi-bold pour la graisse d'écriture avec un margin bottom de niveau 4. Donc ici, on va lui dire entrée existante. Ensuite, on va lui dire est-ce que isLoading est true. Donc si c'est le cas, eh ben, tu vas me renvoyer un P avec chargement. Après, on aurait pu mettre un loader. Sinon,
eh ben, tu vas me return une div à qui je vais donner la classe space y4 pour donner de l'espace sur y à chaque élément. Et donc à l'intérieur, on va mapper dans nos entries, entries.map. Donc on récupère l'entrée, entry, et on va return à chaque fois une div. On va lui donner la classe flex, items center, justify between, padding de niveau 4, border, et un rounded edge. Rounded edge. Alors, vu qu'on utilise la méthode map, on n'oublie pas de mettre une clé, une key. Pour la key, on va lui dire entries.id. Hop, nickel. Ensuite, à l'intérieur, je vais rentrer une div pour pouvoir rentrer un span. Donc là, ce span-là, il y aura le montant à l'intérieur, mais on va donc jouer sur la couleur. On va faire entry.amounts. Donc ça, c'est ce qu'on va afficher. Et au niveau de la classe, donc class name, on va effacer ça. On va ouvrir nos accolades et nos templates literals. Et on va lui dire qu'on lui donne un font semi-bold. Et on lui pose la question, est-ce que entries.type est strictement égal à income? Donc si c'est le cas, on va lui donner un text green 500. Donc si c'est un salaire, un revenu, on lui donne une couleur verte, tout simplement. Sinon, on lui donne une couleur rouge. Ça veut dire que c'est une dépense. Ok? Donc là, pour le moment, vous voyez, je récupère simplement le montant, mais il est vert, puisque c'est un salaire. C'est une entrée. Ensuite, on va pouvoir rajouter un P. On va lui donner la classe text grey 600. Et donc là, on affichera la catégorie, entry.catégorie. Et on va afficher également la fréquence. Donc je vais faire un p.textsm.textgrey500. Et donc ici, ce sera entries.frequency. Frequency. Et donc là, je récupère bien, vous voyez, la catégorie, la fréquence. Ok? Il ne manque plus que notre bouton pour pouvoir supprimer. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le bouton directement à la suite, mais en sortant de cette div principale. Et donc, on va créer un button avec la classe bgwed 500. Lorsqu'on va le hover, on va faire un bgwed 600. On peut lui mettre un text white. Text white. Donc, ce sera supprimé. Alors, non, on va pas lui mettre un BG. On va simplement lui mettre un texte. Voilà, on va simplement le mettre en texte. Donc, text white, du coup, ça sert à rien. On peut l'effacer. Tac, 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 et tac. Et donc, on lui rajoute notre fonction, onClick. Et donc, ici, on va lancer une fonction qui va exécuter la fonction onDelete entries avec l'ID, entry.id, pour supprimer le bon élément. Donc, maintenant, on peut tester. Je viens cliquer sur supprimer. Et j'ai bien mon entrée qui a disparu. Si je retourne dans ma console, donc on peut vérifier, j'ai bien ici un delete. Et donc, si je vérifie dans ma BDD, je suis censé ne plus avoir, vous voyez, d'enregistrement puisque j'en avais qu'un seul. Donc, nickel, on est plutôt bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en rajouter. On va mettre salaire, salaire mensuel. On va mettre de l'extra, on va mettre 600 extra. Donc, ça va être un revenu également. On va mettre du coup le loyer. Loyer. Donc là, mensuel et on est en dépenses. On va mettre du shopping. Donc pareil, une dépense. Hop, nickel. Et donc là, on a quelques éléments et on voit bien que les dépenses sont en rouge et que les revenus sont bien en vert. Maintenant qu'on a tout ça, eh ben on va s'occuper de notre page principale. Donc, on doit afficher des petites cartes qui vont calculer les montants total et bien sûr, notre petit graphisme. Donc, pour ça, on va se créer, comme d'habitude, deux composants.
Donc dans component, je vais m'en créer un que je vais appeler summary card. Donc ça, ce sera pour les cartes, .tsx. Ici, on va faire un RFC. Et donc, on va récupérer également un nouveau composant qu'on va appeler finance char. Donc ça sera pour le graphisme, donc .tsx. Un RFC également. Et on va venir donc sur notre page principale. Ici, je vais utiliser useClient. On va importer, donc import link pour pouvoir créer un lien avec Next.js. On va importer également useEffect et useState. useState et useEffect. Donc ça vient de React. On va récupérer notre type Entry. Alors hop, c'est celui-ci. Et nos deux composants. Import summary card et import finance char. Alors on fait bien des RFC pour pas qu'il y ait d'erreur. Sinon il va nous return une erreur vu qu'il n'y a pas de return à l'intérieur. Et on va pouvoir donc se créer du state. Hop, donc même histoire. Ici, on va créer un state pour les entrées. Const entries et set entries est égal à useState qui respecte, je rappelle, notre type entries. On aura du state pour le total. Donc on aura un total et set total est égal à useState et on va faire démarrer avec un objet avec income 0, expense 0 et également la différence entre les deux. On aurait pu faire balance 0. Ensuite, on aura pour le isLoading et set isLoading. Donc là, ce sera un boolean. On peut le préciser d'ailleurs. Boolean. Hop, nickel. Et même histoire que tout à l'heure, on va pouvoir récupérer du coup une fonction que l'on va réexécuter à chaque fois. Donc ici, ce que je vais faire, c'est un useEffect. useEffect. Donc en premier lieu, toujours un tableau de dépendance optionnel, fonction fléchée, pardon. Tableau de dépendance optionnel. Et donc ici, on va faire un fetch total. On va exécuter donc cette fonction qui n'existe pas bien sûr, que l'on va devoir créer. Donc ça, on va le créer juste en bas. C'est parti, const fetch total est égal à une fonction asynchrone. Ici, on ne va pas récupérer ni de paramètres ni rien. On va faire un try et catch. Try et catch en cas d'erreur. Donc en cas d'erreur, comme d'habitude, on console error. Console.error. Hop, error fetching total avec l'erreur. Et au final, on va faire un set isLoading false. Donc ici, on va faire un const response est égal à await. On va faire un fetch vers notre route API, du coup, entries. Ensuite, on récupère les entrées. Alors, const entries de type entries sous forme de tableau est égal à await la réponse sous format JSON. Ensuite, je viens changer le state de cette entries avec notre variable entries juste en haut. Et ensuite, on va calculer le total pour chacun. Donc, je vais faire un const calculated total. Donc, c'est égal à entries. Et on va utiliser donc la méthode reduce. Donc, reduce va avoir une fonction avec un accumulateur qui va stocker la valeur courante et l'entrée. Hop. Ensuite, on va pouvoir le dire if si entry .type est strictement égal à income. Alors dans ce cas-là, ce qu'on va faire, alors, on va récupérer la valeur courante, donc hack.income, plus entry.amounts. Sinon, donc on va faire un else. Alors else. Hop. Alors dans ce cas-là, tu vas récupérer hack.expense et tu vas faire un plus égal entry.amounts. On return du coup la valeur courante, donc hack. Et on va pouvoir également ici préciser qu'on revient avec income 0, expense 0 et balance 0. Ok, donc là on est plutôt bon, on récupère donc nos fameuses données et on va pouvoir donc return notre JSX. Donc ce que je vais faire déjà, on va mettre la balise main.
La balise main est une balise sémantique, il n'en faut qu'un seul par site. Et donc on va lui donner un min hash screen. Padding de niveau 8, un BG gray, on va mettre ici 100. Ensuite, on va lui donner une div avec la classe maxw4xl. On va venir centrer également avec un mxauto. Alors le H1, hop, on va l'effacer pour le moment. On va le mettre juste ici. Texte 3xl. On va lui donner un margin bottom de niveau 8 et un petit fond de bolt. Donc ici, on va lui dire tableau de bord. Hop, et on aura donc notre title juste ici. Ok. Ensuite, on va créer une carte. Donc, je vais créer une grille, div.grid. Cette grille fera de base une colonne. En MD, elle fera 2 colonnes. En SG, elle fera 3 colonnes. On va également lui donner de la gouttière. Une petite gap A6. Et donc là, on va rentrer donc notre composant summary card. Sauf qu'on va lui passer quelques props. Et donc, ça va être un composant générique. On va lui placer des props, différentes props. Donc ici, par exemple, on aura un title. Revenu. Alors, revenu Toto. On aura la valeur, value. Donc ici, on peut mettre entre template literals total.income. Et on va fixer tout fixed 2 chiffres après la virgule. On n'oublie pas l'euro. Alors c'est total avec un S. Hop. Et hop. Ensuite, isLoading. On va lui placer également isLoading. IsLoading. Notre border color. Border color. Donc ici, ce sera un border green. Border green 500. Et le texte. Texte color. Donc ici, ce sera texte green 500. Ok? Donc là, il y a une erreur, c'est normal, on ne l'a pas encore récupéré. Et du coup, on va pouvoir récupérer le summary et le dupliquer. On va le dupliquer du coup 3 fois. Enfin 2 fois, pour en avoir 3. On aura ici les dépenses. Dépenses totales. Ici, on va récupérer le total income. Non, expense, pas income. Expense. Tout fixé toujours, ça c'est bon. Et la couleur hein, qu'on met en red. Et ensuite, on aura également pour la différence. Donc ici, on va lui dire solde. On va l'appeler solde. Donc là, on sera sur le balance. Et on sera sur du blue. Alors, ce qu'on peut faire également au niveau du text color ici, c'est lui dire que si total, point balance, est supérieur ou égal à 0, alors dans ce cas-là, tu vas lui donner un texte blue 500. Sinon, tu vas lui donner un texte red 500. Ça veut dire qu'il a découvert. Donc, hop, on le met en rouge. Comme ça, on est plutôt bon à ce niveau-là. Ok, donc je rappelle que au niveau de nos titres, de nos types, pardon, hop, on avait créé notre summary card props juste ici. Donc, on va pouvoir également l'utiliser dans notre composant qui est juste ici. Donc déjà, on l'importe. Import summary card props. On vient récupérer du coup nos props ici. Donc on récupère title, value, isLoading, border color et text color. Text color. Et on va préciser donc que ça va respecter notre interface. Donc notre interface summary card props. Ensuite, directement dans notre div, on va lui faire un class name. Donc, même histoire, on va ouvrir nos templates literals. On lui donne le générique, BG white, padding de niveau 6, rounded LG pour arrondir les angles, shadow MD pour la petite ombre portée, border left 4, et on lui donne la couleur, border color. Ok? On va faire le H2 également. Alors, H2.text
texte LG, font semi-bold et un texte gray 700. Et donc là, on affichera le title. Et donc là, vous voyez, je récupère bien mes cartes avec la bordure de la couleur qu'on a définie dans nos props et le title donc pour chaque carte. Donc ça, c'est assez pratique avec React de faire ce genre de choses. C'est assez cool. Ensuite, on va lui dire is reading. Est-ce qu'il est true? Si c'est le cas, alors dans ce cas-là, tu vas me return un P. On va lui donner des classes avec nos templates. Donc ce qu'on va faire, hop, c'est que je vais return directement mes P comme ça. Donc ici, class name, on va lui dire texte de XL, font bold. Alors, oups, j'ai oublié mes templates. Texte de XL, font bold, et notre texte color. Et donc ici, ce sera chargement. Et même histoire, je peux le copier et le mettre ici. Et donc là, ce sera la valeur qu'on va afficher. Ok? Nickel, nickel. Et donc ici, alors si on refresh, on récupère que des zéros. Il doit y avoir une petite erreur, sûrement sur notre page principale. On va regarder la fonction. Ah oui, bah oui. Ah oui, oui, carrément. On a oublié ici de calculer. On va faire un calculated total de balance est égal à calculated total.income moins les dépenses. Donc les revenus total moins les dépenses. Et puis on va changer le state de cette total. Sinon, ça ne va pas, bien sûr, fonctionner. Hop, nickel. Et donc du coup, ici, si je refresh, j'ai bien le revenu total, les dépenses totales et le solde qui est apparu. C'est cool. Alors, c'est une petite erreur de ma part, désolé. J'ai oublié donc cette fameuse ligne qui va calculer du coup le total. Et on doit bien sûr changer le state du total. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, on va pouvoir return notre petit graphisme assez sympa pour pouvoir du coup comparer visuellement tout ça. Alors, ce que je vais faire également dans ma page principale, alors je ne sais pas pourquoi je l'ai quitté, puisqu'on va également l'importer, sinon on ne va pas voir ce qu'on fait. Donc, on va lui dire ici is loading et untrace. Alors, si j'ai le contraire de is loading et si untrace.length est supérieur à 0, alors dans ce cas-là, tu me renvoies finance char à qui je vais lui donner du coup la props untrace. On lui place du coup les entrées untrace et untrace. Ok, donc il y a une petite erreur normale parce que nous n'avons pas encore récupéré la props. Ici, on va mettre une div avec un margin top de niveau 8 et on va rentrer un link. Ici, on va mettre gérer les entrées pour que l'utilisateur puisse aller sur la page d'ajout. Donc ici, on sera sur slash untrace. On peut également lui donner les petites classes bgblue 500. Lorsqu'on va le hover, on va faire un bgblue 600. Texte white, px6, py2 et rounded lg. Avec une petite transitional. Hop, comme ça on a bien notre bouton et si je clique dessus, j'atterris bien sur cette page. Ok, parfait. Donc il ne nous manque plus que notre petit graphisme juste ici pour pouvoir donc comparer visuellement nos données. Donc je vais récupérer directement ma props au niveau de mon composant. Donc déjà on va utiliser useClient. On va venir import props. On va également import. Alors on va l'installer parce qu'on ne l'a pas installé en plus. Hop. Alors on ouvre notre terminal et on va faire npm i. Et on va installer chart.js. Et on va installer également React chart.js-2. Alors on va devoir forcer, ça c'est à cause de React. On va faire un --force à la fin. Ça c'est à cause de React 19 qui n'est pas tout à fait stable. Vous pouvez utiliser React 18 en attendant et ensuite juste l'importer
enfin le changer lorsqu'il sera plus stable. On va venir import du coup bar element, catégorie scale, chart. Et on va lui dire donc que tout ça, ça fait un de as. Donc chart JS. On va prendre également la légende. Linear scale, pardon. Scale. Et title et tout le type. Et donc ça vient de chart.js. Et on va prendre import bar. Donc ça vient de React chart.js 2. Ok. Ensuite, on va faire un register chart.js.register. Et on va venir enregistrer du coup bar element, catégorie scale, linear scale, title, tool type et bien sûr notre légende. Ensuite, on va récupérer nos props au niveau de notre fonction. Donc ici, on récupère un tries qui respectera du coup props. Nickel. Et on va séparer du coup les éléments par type, donc par revenu ou dépense. Donc on va faire un const income tries est égal à nos entrées, point filter, on va utiliser filter, et return seulement les entrées dont l'entrée.type est strictement égal à income. Et je vais faire la même chose pour les dépenses, donc expense entries est égal à entries.filter et tu me returns seulement les entrées dont l'entrée.type est égale à expense. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la somme des revenus par catégorie. Donc, on va commencer par les entrées. Donc, on va faire un const income by catégorie est égal donc à income entries point reduce. Donc, on aura l'accumulateur et l'entrée. Donc, acc et entry. Et donc, on va venir se faire une petite variable catégorie est égal à entry.catégorie où il peut être non catégorisé. Non catégorisé. Alors, hop, catégorie. Ok. Ensuite, on va lui dire acc de l'index catégorie sera égal à acc de l'index catégorie ou 0 plus on utilise la méthode number pour le transformer en nombre entry.months et on return notre accumulateur. Ici on va return également un tableau vide as et records qui est un type spécial pour définir le type de propriété valeur. Et donc on va lui dire que la propriété sera du type string et la valeur donc sera de type number, tout simplement. Je vais faire la même chose pour les dépenses. Donc ça, hop, je le duplique et on va l'appeler expense by category. Alors simplement ici, on va prendre les expense entries, mais la fonction restera la même. Alors maintenant, on va pouvoir définir les couleurs pour notre graphisme. Donc je vais faire un const color est égal, donc on aura les income qui sera en RGBA. On va mettre du 34 297 94 et de l'opacity à 0,6. Hop, je vais dupliquer ça et on aura la même chose pour les borders. Sauf que on n'aura pas d'opacity ici. Hop. Et on va faire la même chose pour les expense. Donc expense, on va mettre du RGBA 239 68 68 0,6 d'opacité. Et donc on va le dupliquer et faire la même chose pour les bordures. Donc, sauf que là, on enlève l'opacité. Hein. Hop, nickel. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer un tableau unique de toutes les catégories qu'on va trier par ordre alphabétique. Donc pour ça, je vais faire un const label
est égal à un tableau. Je récupère avec le spread operator, j'utilise le constructeur new et on va utiliser donc un set. Et ici, à l'intérieur, donc, on va fusionner nos deux tableaux. Donc, je récupère avec le spread operator object.key pour récupérer les clés de income by catégorie. Et je fais la même chose. Donc, avec le spread operator, on vient récupérer object.key de expense by catégorie. Alors, oups, by catégorie. Et on va venir donc trier tout ça. Donc à la fin, je fais un point sort pour qu'il le trie par ordre alphabétique. Une fois qu'on a ceci, nous allons pouvoir configurer les données pour le graphique. Donc pour ça, const, on va l'appeler bar data, est égal, on ouvre donc nos accolades, on aura nos labels, on aura le dataset, qui sera un tableau d'objets, dans lequel on va récupérer ici label, donc ce sera revenu. On aura les data, qui correspondra à label et on va mapper, donc point map, et donc on va récupérer catégorie qui sera de type string et va me renvoyer un income by catégorie de catégorie ou 0. Ok, ensuite on va définir le background color qui sera égal à color. Alors c'est colors, pardon, .income. Ok, les bordures, border color qui correspondra à color.income border. Hop. Et la width de la bordure, donc border width, on va lui dire ici 1. Hop, ça on peut le dupliquer. Alt Shift flèche du bas. On va faire la même chose pour les dépenses. Donc dépenses. Ici revenu. Ok. On change simplement ici expense. Et ici c'est expense border. Ici également, on sera sur le expense by catégorie. Et on est bon à ce niveau-là. Donc on va maintenant pouvoir return notre graphique. Hop, on vient ici. Donc cette div-là, on va lui rajouter une petite classe margin top de niveau 8. On va également mettre une div à l'intérieur avec un BG white. Padding de niveau 6. Rounded edge. Et on va mettre une petite ombre portée en MD. On aura un H3 avec un texte LG, margin bottom de niveau 4 et un font semi-bold. Et là, on va dire répartition par catégorie. Ok, donc là, on va commencer à styliser notre graphisme. Alors là, on va faire un bar qui est un élément auto-fermant. Donc on peut le mettre simplement comme ceci. Hop. Il va attendre donc plusieurs choses, notamment les data. Donc data, on va lui placer notre bar data. Hop. Donc si on vient ici déjà, on peut voir notre petit graphisme. Vous voyez. Et lorsqu'on survole, on a même nos petits tooltypes. Donc c'est assez sympa. Donc là, on a bien récupéré le graphisme. On va pouvoir continuer. Donc on peut rajouter plusieurs options à ce graphique. Donc c'est assez sympa avec Chart.js. Alors on retourne au niveau de notre bar et on va donc rajouter des options. Donc, égal. On va lui dire que on veut qu'il soit responsif. Donc responsive, on le place à true. On va lui dire plugins. Et on va venir placer les légendes. Donc légende. On peut lui dire position. Et par exemple, on peut le mettre au top. As const. Alors c'est responsive. Ok. Et donc on peut positionner les légendes de cette manière. Donc ça c'est aussi intéressant. On peut configurer également les infobulles pour afficher les montants avec le symbole euro. Donc par exemple, je vais faire un tool type. Et ici donc on va récupérer les callbacks. Alors hop, call
back. Et donc ici, on aura le label qui récupère le contexte. Et entre template literals, on va lui dire $context.dataset.label. Et on affichera donc le contexte.parsed.y.toFixed A2. Et on peut rajouter également le signe euro. Ensuite, on va pouvoir également configurer l'axe Y pour afficher les montants avec le symbole. Donc ici, je vais sortir de 3 chevrons et on va rajouter un scale. Et donc, on va lui dire Y. On va utiliser begin at 0 que l'on va placer à true. Et on aura les ticks. Donc pareil, on aura une callback qui récupère la valeur et qui nous renverra donc la valeur en euros. Hop, nickel. Et donc maintenant, on a bien notre graphique, qui s'adapte du coup à toutes nos données ici. Vous voyez, on a le salaire, le loyer, extra, shopping. Et si j'en rajoute, tac, on va en rajouter par exemple dépenses, on va dire alimentaire. Ça va se rajouter, d'accord? Ça va se rajouter à chaque fois. Hop. Et ici donc, on a bien alimentaire. Et donc si je survole, vous voyez, j'ai bien alimentaire, dépenses et le prix total. Tac, tac, tac et tac. Donc voilà pour ce petit projet. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord pour être connecté avec d'autres passionnés sur le développement web. Le lien, il est en description. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification et à rejoindre bien sûr le site laminutedecode.io. Nous sommes en live tous les vendredis à 21h30 sur YouTube et Twitch. Donc n'hésite pas à nous rejoindre où on code un projet ensemble. C'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et surtout, prenez soin de vous.